Alors finissons cette partie théorique sur les incertitudes en étudiant quelques cas particuliers. Bon, vous en connaissez déjà deux que vous avez vus au lycée. Donc regardons par exemple ce qui se passe lorsque les ondes sont dites en phase, c'est-à-dire que les sources soient telles que la phase à l'origine de l'une est égale à la phase à l'origine de l'autre. Donc ça ne veut pas dire que les deux phases à l'origine sont nulles, ça veut simplement dire qu'elles sont les mêmes. Donc par exemple, si je prends un signal en Fresnel à l'instant t égale à 0 S1 qui est comme ça, eh bien ça veut dire que dans ce cas-là, si S2 est en phase, donc là j'ai l'horizontale, et bien du coup S2 va être collinaire et dans le même sens que S1. Comme ça. Donc voilà, S2 à l'instant t égale à 0. Et du coup là, on a phi1 égale phi2. Donc en temporel, ça se traduit par le fait, on l'a déjà dit, que les max ont lieu en même temps et les min ont lieu en même temps. Du coup, ça, on l'a vu avec GeoGebra, ça c'est la situation où le signal total est le plus grand possible. Alors, avec Fresnel, retrouvons l'amplitude du signal total. Donc il suffit de faire la somme de ces deux vecteurs. Donc je prends le vert que j'ajoute au bout du rouge. Alors oui, c'est pas malin d'avoir fait ce que j'ai fait là. Bon, je le décale un petit peu, du coup, le signal total. Ok, c'est juste pour le représenter. Donc le signal total a cette taille-là. Donc il est bien effectivement plus grand que les deux signaux individuels. On pourrait montrer que c'est justement cette condition-là pour que la taille soit la plus grande. Et son angle par rapport à l'horizontale, donc sa phase à l'origine, eh bien on voit que c'est la même que les deux signaux qui s'ajoutent. Donc ici, la taille du signal total, eh bien on voit que dans ce cas-là, et c'est, attention, c'est un cas particulier. Dans tous les autres cas, ça ne sera pas ça. Mais dans ce cas-là, puisque j'ai fait le rouge plus le vert, eh bien la taille du signal total, c'est la somme de la taille de chacun des vecteurs. Donc l'amplitude du signal total, c'est la somme des amplitudes de chaque signal. Et la phase, attention, c'est pas la somme, c'est la même. Donc du coup, le signal total, je connais ses caractéristiques. Donc le signal total à l'instant t, c'est égal à 1 plus A2 fois cos oméga t plus phi1 ou phi2. Voilà, donc lorsque les deux signaux individuels sont en phase, eh bien les amplitudes s'ajoutent et la phase à l'origine est en fait la phase commune aux deux signaux. Ensuite, lorsque les ondes sont dites en opposition de phase, donc en temporel, ça veut dire que le max de l'une est lorsque l'autre est min, et au contraire, la seconde est max lorsque la première est min. Donc en Fresnel, allez, on peut aller vite, c'est pas très compliqué, donc j'en fais une au hasard, S1 à t égale à 0. Donc ici, j'ai la phase à l'origine. Et donc, lorsque les deux signaux sont en opposition de phase, ça se traduit par le fait que les phases à l'origine sont déphasées de pi. Alors, en Fresnel, comment ça se traduit? Eh bien, ça veut dire que les deux vecteurs représentatifs sont dans la même direction, mais en sens opposé. Donc ici, phi2, c'est égal à phi1 plus pi, donc de telle sorte que delta phi est égal à pi, alors que au-dessus, delta phi est nul. Ils ont la même phase. Donc pas de déphasage. Ici, donc le déphasage vaut pi. Du coup, si je fais le signal total, eh bien, il faut que je fasse la somme vectorielle. Donc je fais d'abord le rouge plus le vert. Du coup, je vais jusqu'au bout du rouge. Ensuite, je trace le vert. Bon, je fais à peu près. Tac. Du coup, le signal total,
le voici. Et donc, on voit que l'amplitude du signal total est plus petite que l'amplitude de S1. Et on voit que la phase à l'origine du signal total, c'est φ1. Donc, vu le tracé, eh bien, l'amplitude totale, c'est A1 moins A2. Et la phase du signal total, c'est φ1. Mais ça, c'est parce que j'ai pris l'hypothèse que le signal 1 était plus grand que le signal 2. Si j'avais eu le signal 2 qui était plus long, plus grand, une amplitude plus grande, eh bien, entre guillemets, c'est lui qui aurait gagné. Donc le signal total aurait été dans la même direction, mais dans l'autre sens. Et l'amplitude, eh bien, ça aurait été A2 moins A1. Donc, ça veut dire que en fait, l'amplitude du signal total, ça va être la valeur absolue de A1 moins A2, selon lequel est le plus important. Et la phase totale, eh bien, ça va être égal soit à φ1, soit à φ2, selon lequel, donc ça c'est si A1 est max, et là c'est si A2, enfin pardon, pas max, mais si A1 est la plus grande, et là c'est si A2 est la plus grande. Donc c'est logique, hein, puisque en gros dans les deux signaux, il y en a un qui est plus fort que l'autre, et donc le signal total va prendre la phase du signal le plus fort. Voilà. Donc finalement, si je continue avec mon exemple où A1 était plus grand que A2, eh bien le signal total va s'écrire A1 moins A2 cosinus oméga t plus phi1. Voilà, et ça aurait été A2 moins A1 cosinus oméga t plus phi2 si A2 avait été plus grand. Et donc on pourrait montrer que ce cas-là, c'est le cas où eh bien, l'amplitude du signal total est la plus petite possible. Alors si vous n'en êtes pas sûr, on peut regarder vite fait avec la simulation GeoGebra. Donc je change simplement le delta phi. Donc ici, en fait, phi2, c'est directement delta phi vu que j'ai choisi phi1 égale 0. Donc lorsque delta phi est égal à 0, c'est bien le cas où les deux ondes sont en phase, enfin les deux signaux sont en phase, donc le signal total est plus grand. Je vais changer le temps pour bien voir. Hop, voilà. Donc ça, c'est le cas 1. Maintenant, j'augmente phi. Et on voit que la taille de S3, donc du signal total, diminue jusqu'à, ici, être la plus petite possible. C'est-à-dire valoir à peu près 4 moins 1, donc 3. Et après, si le déphasage augmente à nouveau, eh bien l'amplitude totale augmente à nouveau jusqu'à ce que le déphasage, tac, soit égal à 0 ou 2π. Puisque que ce soit 0 ou 2π, c'est en phase. Voilà, donc c'est bien cohérent. Alors finissons les cas particuliers avec un cas que vous n'avez pas forcément vu au lycée. Donc c'est le cas dit de la quadrature de phase. C'est-à-dire les deux signaux ont un déphasage qui vaut un quart de période. Or vu que la période d'une fonction sinusoïdale c'est 2π, eh bien ça veut dire que le déphasage vaut π sur 2. Alors, donc à nouveau en Fresnel, donc voilà S1 à t égale à 0. Donc S2 en Fresnel va être perpendiculaire à S1, vu qu'il faut que l'angle entre les deux soit de π sur 2, puisque le déphasage c'est π sur 2. Donc là on va avoir phi1. Du coup, là j'ai S2, toujours à t égale à 0. Voilà, donc là on a phi2. Et on a bien phi2 moins phi1, qui est delta phi ici, est égal, n'importe quoi, 0, est égal à π sur 2. Voilà. Et du coup, quand vous faites la somme vectorielle des deux, donc c'est parti, je prends le rouge, je rajoute le vert, c'est comme ça. Le résultat, ça va être le rose, qui est ici. Voilà, S total, AT égale à 0.
coup, là, la phase à l'origine, elle n'est pas évidente. Parce que là, j'ai phi1, là, j'ai phi2, mais c'est... Bon. En fait, la phase à l'origine, elle va dépendre de la taille des deux vecteurs. Donc, je ne peux pas, là, donner une valeur de la phase à l'origine. C'est phi1 plus quelque chose ou phi2 moins quelque chose ici. La phase à l'origine. Et pareil, l'amplitude est pas évidente à première vue. Mais en fait, ici, vous avez un angle droit. Donc en fait, l'amplitude du signal total, ça va être l'hypoténuse de ce triangle rectangle, et les deux côtés de ce triangle rectangle sont l'amplitude du signal 1, et ici, c'est la même que ça, donc c'est l'amplitude du signal 2. Donc dans ce cas particulier, on a l'amplitude du signal total qui est la racine carrée de 1 au carré plus A2 au carré. Bon, ça n'a pas l'air très particulier, mais bon. Et puis donc la phase à l'origine du signal total, eh bien, on va voir comment la calculer en TD. Bon, on se rend bien compte que puisqu'on a un triangle rectangle, ça sent la trigo. Bon, allez, on peut même le faire. Hein, du coup, c'est arc-tangente du côté opposé. Donc le côté opposé ici, c'est A2 sur A1. C'est pas une valeur absolue. Hein, voilà. Du coup, le signal total va s'écrire racine de A1 carré plus A2 carré fois cosinus de oméga t plus phi t, qui est donc l'arc-tangente de A2 sur A1. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça n'a pas l'air. En temporel, on voit que ce qui est particulier, c'est que lorsque les deux ondes sont en quadrature de phase, eh bien, c'est lorsque l'un est à un extrémum, max ou min, eh bien, l'autre est nul. Et vice-versa. Lorsque l'autre est à un extrémum, le premier est nul. Bon, mais d'un point de vue des interférences, bon, ça donne ni une amplitude très faible, ni une amplitude très forte. En fait, on va voir dans quelques minutes que si, c'est bien un cas très particulier. Alors justement, pour le voir, il nous reste à parler de la notion d'intensité d'une onde. Alors, il se trouve que pour beaucoup de récepteurs, ce qui va compter, c'est pas la grandeur S, par exemple la pression pour un son, par exemple le champ électrique ou le champ magnétique pour une onde électromagnétique, mais ça va être ces champs au carré. En fait, on peut montrer que l'intensité d'une onde eh bien, est proportionnelle à l'amplitude de l'onde au carré, lorsque c'est sinusoïdal, hein, toujours. Du coup, l'intensité d'une onde, c'est égal à alpha, un coefficient de proportionnalité, fois l'amplitude au carré. Alors, vu que souvent ce qui va compter, c'est plutôt le rapport des intensités, c'est-à-dire est-ce qu'une intensité est plus forte, moins forte qu'une autre, eh bien, on va prendre alpha égale 1. Donc pour les applications, par exemple dans le questionnaire de cours, vous prendrez alpha égale 1 et on dira que l'intensité c'est A carré. C'est pas parfaitement vrai, mais encore une fois, vu que ce qui va compter c'est le rapport des intensités, de toute façon, le coefficient de proportionnalité n'a aucune importance. Voilà, donc maintenant qu'on sait comment s'exprime l'intensité d'une onde, eh bien, on va pouvoir l'étudier dans chaque cas particulier. Donc regardez l'intensité de l'onde résultant de la superposition par rapport à l'intensité de chaque onde individuelle. Pourquoi on fait ça? Parce que, rappelez-vous, il y a quelques dizaines de minutes, eh bien, on a dit qu'il y avait interférence dans le cas où l'intensité du signal total est différente en un certain nombre de points de la somme des intensités individuelles. Donc, lorsque les deux signaux sont en phase, donc on reprend ce qu'on a démontré, à chaque fois, l'intensité de l'onde numéro 1, c'est ce que j'ai noté, A1 au carré, et l'intensité de l'onde individuelle 2, c'est A2 au carré. Donc ça veut dire s'il y avait uniquement la source 1 qui était allumée, eh bien on recevrait au point M une intensité qui serait A1 carré. Même chose si uniquement la source 2 était allumée. Maintenant, cherchons l'intensité lorsque les deux sources sont allumées et donc lorsqu'il y a superposition des ondes. Donc cherchons l'intensité entre guillemets totale. Eh bien, ça va être, vu que le signal est aussi sinusoïdal, eh bien ça va être l'amplitude du signal total au carré.
L'amplitude du signal total lorsque les ondes sont en phase, c'est A1 plus A2. Donc c'est égal à A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2. Les amplitudes étant, par définition, positives, eh bien on voit que l'intensité totale est plus grande que A1 carré plus A2 carré, c'est-à-dire l'intensité totale est supérieure à... A1 carré c'est I1 et A2 carré, je ne sais plus ce que je disais, donc I2 c'est A2 carré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque les ondes sont en phase, eh bien, l'intensité de la superposition des ondes est supérieure à ce qu'on aurait si les sources étaient allumées individuellement. Donc, si l'intensité est supérieure lorsqu'on allume les deux ondes, eh bien, on va dire qu'à ce moment-là, les interférences sont dites constructives. Ça, c'est la condition pour qu'on puisse dire qu'au point de mesure, eh bien, la superposition des ondes forme des interférences constructives. Si on fait la même chose pour les ondes en opposition de phase, donc I1 et I2 sont toujours les mêmes. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est l'amplitude du signal total. Donc l'intensité du signal total, c'est toujours l'amplitude du signal total au carré, mais ici, c'est la valeur absolue de A1 moins A2 au carré. Du coup, en fait, on s'en moque sur la valeur absolue vu que c'est au carré. Donc ça fait A1 carré plus A2 carré, ce coup-ci moins le double produit. Et donc, avec le même raisonnement, A1 carré c'est I1. Donc on en déduit que l'intensité totale est inférieure dans ce cas-là à la somme des intensités de chaque onde. Donc ici, on dit qu'on a des interférences destructives. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça détruit l'énergie, ça veut simplement dire que en ce point de réception, eh bien, on obtient une intensité qui est plus faible que s'il n'y avait pas d'interférence. Voilà ce que ça veut dire. Mais à aucun moment ça détruit l'énergie. C'est pour ça que je n'aime pas trop le terme d'interférence destructive, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, en quadrature de phase. Eh bien, on a vu il y a quelques minutes que l'amplitude totale, c'était racine de A1 carré plus A2 carré. Du coup, l'intensité totale, c'est égal à 1 carré plus A2 carré. C'est égal donc à I1 plus I2. Et donc, on voit que en fait, c'est un cas très particulier, puisque dans ce cas-là, eh bien, l'amplitude est peut-être plus grande que l'amplitude de A2, mais en termes d'intensité, eh bien, lorsque les deux signaux sont en quadrature de phase, eh bien, finalement, l'intensité du signal est exactement égale à l'intensité, à la somme des intensités de chaque signal. IT égale à I1 plus I2. Donc si delta phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Du coup, en fait, on peut dire tout se passe comme s'il n'y avait pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence, donc on pourrait dire interférence nulle, ou nul c'est pas beau, donc on va dire interférence neutre. En fait, il y a bien superposition, il se passe quelque chose, on a un signal total qui est la somme de deux signaux, mais en termes d'intensité, ça ne change rien. Donc finalement, le seul impact qu'il va y avoir, c'est le fait que le signal total aura une phase à l'origine qui sera entre les deux phases à l'origine de chaque signal qui s'ajoute. Voilà donc pour cette partie sur les interférences. Maintenant, il reste à faire des cas concrets et à étudier donc les interférences, voir est-ce qu'elles sont constructives, est-ce qu'elles sont destructives, selon la position des sources et puis leur phase à l'origine.